Allô, les magiciennes de vie, contente de te retrouver pour ce quatrième 5 à 7 cette semaine. Quatrième 5 à 7 sur la guérison. Donc, on est jeudi. J'ai encore mon drinks Janana et eau pétillante. Euh, Il y a toujours des gens qui me demandent un peu par où moi je suis passée ou euh, puis j'hésite à en parler, en fait. J'hésite à en parler, pas parce que j'ai honte. Absolument pas. Je n'ai plus aucune honte de ce que j'ai vécu. J'hésite à en parler parce que, euh, selon moi, le plus important, c'est pas ce que j'ai traversé, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas les agressions que j'ai vécues qui sont importantes à partager. Ce qui est important à partager, euh, c'est comment je suis guérie, comment j'ai fait pour guérir, comment on fait pour guérir, comment toi aussi tu peux faire pour guérir? Qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi est-ce que tu as essayé jusqu'à maintenant? Ça a marché, mais ce n'est pas complet. Qu'est-ce qui fait que même si tu as cheminé, même si tu as marché ton chemin, il y a des affaires qui restent bloquées. Moi, je trouve que c'est ça qui est important. Puis en même temps, je reçois des commentaires de ouais, mais tu sais, on ne sait pas vraiment par où tu as passé, toi. Fait que je vais te parler de ça aujourd'hui. Je vais te parler de par où je suis passée. Je me suis présentée très, très brièvement lundi dans le 5 à 7. Fait que là, aujourd'hui, je vais prendre plus de temps pour parler de qui je suis et qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui, 6 juillet. Ça a été quoi tous les pas? Enfin, peut-être pas toutes, là, je vais essayer de faire un résumé, mais quels ont été les pas qui ont fait que aujourd'hui, 6 juillet 2023, je peux être devant toi en live puis te parler de guérison d'abus sexuels. Euh, J'habite au Québec. Oups, petit souci technique, voilà. J'habite au Québec, puis tu l'entends probablement avec mon accent. Euh, j'ai toujours habité à peu près au Québec quand je suis jeune, là. À l'âge adulte, j'ai habité en Afrique, en France, en Colombie-Britannique aussi, qui est une autre province au Canada. Hem, Moi, j'avais tout oublié. J'avais tout oublié, les agressions que j'avais à peu près. Il y avait 0,01% dont je me rappelais. Mais je me rappelle aussi, dans mon adolescence, à l'adolescence, me promener dans mon école secondaire, puis avoir le désir de parler à quelqu'un, avoir le désir de trouver quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance. Je ne sais pas pourquoi. Je me rappelle pas pourquoi. Et à ce moment-là, je suis consciente que c'est comme si je passe tout le monde à travers une espèce de filtre, les adultes, les profs. J'ai 15 ans, secondaire 3. Je passe tous les adultes à travers un filtre, puis je veux trouver quelqu'un pour m'aider, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai de pas correct. Je trouve quelqu'un. Je fais comme, OK, lui, c'est un homme en plus. Lui, je peux lui faire confiance. Je me sentais bien. Comme, tu sais, je me sentais super bien. Je peux lui faire confiance. Il y avait tout le temps c'était le prof d'éduc qui était super cool. Il faisait éduc puis morale, tu sais. C'était super cool. Euh, il y avait toujours une chaise en avant de son bureau. On pouvait toujours aller s'asseoir pour aller lui jaser. La porte de son bureau était tout le temps ouverte. En tout cas, je me, je vais m'asseoir dans sa chaise. Et- Il dit, ah, salut Sandra, ça va? Oui, oui. Je sais pas qu'est-ce que je veux lui dire. Je sais pas. Mais je sais que j'ai un mal-être, fait qu'on finit par parler des affaires super superficielles. Je me lève, je repars. Fait que même à l'adolescence, je savais que je traînais quelque chose lourd, mais je ne savais pas c'était quoi. Je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Euh, Ma vie continue. J- J'ai quand même une adolescence de ce que je me rappelle correct. Âge adulte, j'ai mon fils. J'ai deux enfants, donc j'ai mon fils en 2001 et j'ai mon bac en travail social. Donc,
je suis travailleuse sociale, je peux travailler comme travailleuse sociale. J'ai un contrat là où j'ai fait mon stage dans une maison de femmes qui est affiliée à une maison d'hébergement pour des femmes qui ont vécu de la violence conjugale. Plusieurs de ces femmes-là ont vécu aussi des agressions sexuelles, soit à l'intérieur de la violence conjugale qu'elles vivent, ou bien dans l'enfance, dans l'adolescence. Je suis dans le nord de la Colombie-Britannique, je suis dans un village, un village, 10 000 habitants quand même, deux, quelques milles d'habitants, mais au bout de la route, très très loin, dans les montagnes. Vraiment, la route arrête là, au bout de la route. Il n'y a plus de route après. C'est très particulier. Et une seule façon de sortir de la ville, c'est par cette route-là. Il n'y a pas d'autre route. Euh, et on est tout près d'une communauté autochtone. La prévalence, malheureusement, des abus sexuels puis de la violence dans les communautés autochtones, pour plein de raisons pour lesquelles on ne rentrera pas là-dedans, la prévalence est beaucoup plus élevée, en tout cas au Canada. Donc, fait que quelques-unes des participantes sont aussi autochtones. À ce moment-là, il y a des femmes qui nous font des partages. Donc, je co-anime un groupe. Donc, j'ai été stagiaire pour terminer mon baccalauréat. Je suis devenue travailleuse sociale. Ce centre-là m'engage et je deviens co-animatrice du groupe pour les femmes qui vivent ou ont vécu de la violence conjugale. Ça commence en septembre. Mon fils est né en mai. Donc, je travaille comme un soir semaine, plus une heure ici et là avec ma collègue pour préparer. Je ne travaille pas beaucoup, là, disons 4 heures par semaine à peu près, parce que c'est important pour moi de rester à la maison avec mon fils. Puis mon mari, à ce moment-là, fait un bon salaire, donc c'est correct. Et, euh, et donc, quand je co-anime ce groupe-là, le soir, quand je reviens, j'ai des cauchemars épouvantables. J'arrive pas à dormir. Je m'imagine, les femmes nous partagent ce qu'elles ont vécu. Et comme c'est une petite communauté, puis qu'elles disent c'est derrière, je me rappelle, c'est derrière l'épicerie avec un tel. Petite communauté, on le sait, c'est qui l'a agressé, je sais exactement c'est où. Ce qui fait que moi, je fais des cauchemars. Et mes cauchemars, c'est ça. C'est moi qui se fais agresser à cet endroit-là, la manière qu'elle en a parlé. C'est complètement envahissant. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je suis une jeune intervenante à l'époque, une jeune femme à l'époque, 24 ans. Je ne sais pas quoi faire. Euh, je ne veux pas en parler à ma collègue, parce que je me dis, ben, elles voudront plus que je sois à leur emploi si je dis, ça ne marche pas. Si j'en parle, ça ne marchera pas. Donc, je me sens honteuse de ça, à ce moment-là, je me sens pas sage, je me sens honteuse, puis je sais pas quoi faire. Je suis vraiment dans l'impuissance. En plus de ça, de plus en plus, ce 0,01% de ce que j'ai vécu comme agression sexuelle remonte à la surface. C'est des attouchements de la part d'un grand-oncle. J'en ai parlé brièvement lundi. Donc, il y a ce bout-là que je me rappelle. Mais ce dont je me rappelle, c'est qu'il passe sa main comme ça sur ma poitrine pour aller chercher. Il y a une canette d'orange croche, d'orangeade sur la petite table. On est assis, les deux assis sur un divan. Et il passe sa main comme ça par-dessus moi, tu sais, fait que sa main frotte comme ça pour aller chercher la canette. Il y a suffisamment d'espace en avant de moi. Il n'est pas obligé de me toucher. Moi, c'est de ça que je me rappelle. Et bien que j'ai 8 ans, que je n'ai pas de poitrine à ce moment-là, pour moi, à 24 ans, quand je regarde ça, je me disais, ça, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est un abus sexuel. J'ai vécu un abus sexuel. Je dois aller consulter. Donc, il y a cette pensée-là qui surgit de plus en plus. Donc, ça, les cauchemars qui reviennent au niveau de l'abus sexuel et cette petite voix à l'intérieur de moi qui dit, euh, t'as- euh, je ne jouis pas de la vie, je ne jouis pas de mon corps, je ne profite pas autant que je pourrais
de la vie et ça devient fort, ça devient assourdissant. Donc, ces trois choses-là ensemble font que je vais consulter quelqu'un. Je te rappelle que j'habite dans le nord de la Colombie-Britannique, dans une province qui est anglophone, euh, et que je me débrouille en anglais, mais c'est pas ce que je me débrouille. Mais je pourrais pas être en thérapie en anglais, tu sais. Je rencontre quelqu'un qui, donc, on habite là parce que mon mari travaille pour une entreprise québécoise qui a une usine là-bas. Mais on n'est pas les seuls Québécois. Il y a d'autres Québécois aussi à cet endroit-là qui travaillent pour la même usine, qui sont expatriés, entre guillemets, là. C'est le même pays, mais on est tous partis du Québec pour aller vivre dans cette autre province-là, sous le chapeau de cette entreprise-là qui engage. Il y a une épouse d'un autre monsieur qui travaille à cette dans cette usine-là, qui est en train de terminer sa formation pour devenir aidante, pour devenir praticienne en relation d'aide. Je ne me rappelle pas du titre exactement. Alors, je la consulte. Puis à cette époque-là, je suis proche de mes sous. J'ai pas encore accepté que moi, je peux investir pour mon bien-être, pour ma guérison. De toute façon, je le nomme pas du tout comme ça. C'est juste comme une dépense de plus. Euh, et puis là, elle a fait comme elle est en stage, elle est au début, elle est encore pendant sa formation, c'est moitié prix. Je me dis, waouh, c'est ma chance. J'y vais, c'est moitié prix. Qu'est-ce que je vaux, moi, de toute façon? Il y a comme quelque chose de sous-jacent, en dessous de tout ça qui dit, de toute façon, moi, qu'est-ce que je vaux? Je ne vaux pas grand-chose. C'est une dépense de plus. Je ne le vois pas comme un investissement pour mon mieux-être à ce moment-là. Je ne le vois pas comme une nécessité pour ma liberté à ce moment-là. Je le vois vraiment comme une dépense qu'il va falloir que je fasse avaler à mon mari parce que je te rappelle que je ne travaille pas ou je travaille 4 heures par semaine à 13 piastres de l'heure, tu sais, presque rien. Euh, donc, je le vois vraiment comme une dépense. Mais sa moitié prix, ça me convient. Je ne suis pas restée très longtemps avec cette femme-là. Il s'est passé quelque chose dans sa vie personnelle, je ne sais pas vraiment quoi. Puis elle est partie rapidement, mais je l'ai vue peut-être deux, trois fois, quatre, cinq fois peut-être en rencontre individuelle. Et c'est la première à qui j'ai dit, j'ai vécu un abus sexuel. Et pour ça, même si plein de choses étaient inadéquates dans sa façon de travailler, pas inadéquat, mais ne favorisaient pas la guérison, je suis serai éternellement reconnaissante à cette femme qui, c'est la première fois que j'ai prononcé ces mots-là. Puis je lui avais dit, je vais te dire quelque chose, je veux pas que tu me poses de questions. Je suis prête à te le dire, mais je suis pas capable qu'on en reparle après. Tu ne me poses pas de questions. Puis elle fait comme, OK. J'avais tellement besoin de contrôler. Puis donc je lui ai dit, j'ai vécu un abus sexuel. Et là, c'est assez étrange, je m'en suis pas rendu compte, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai comme un blackout, en fait. Donc, je ne suis pas tombée dans les pommes, je ne suis pas tombée par terre, je ne me suis pas blessée, je ne me suis pas fait mal. Mais à un moment donné, je suis comme revenue à moi. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Puis elle m'a dit, OK, c'est bon, tu es revenu avec moi, c'est correct. Et je ne me rappelle pas comment on a terminé la rencontre, mais c'est la première personne à qui je l'ai dit. Comme elle était partie et que là, ça se confirmait que c'était ça que j'avais vécu, un abus sexuel. J'ai fait une recherche sur Internet. Je voulais trouver quelqu'un parce que là, ça m'empêchait de vivre, là. Je le voyais plus. Je voyais pas encore toutes les ramifications que ça avait dans ma relation amoureuse, dans ma façon d'éduquer mon fils, même s'il était petit, dans ma sexualité, dans mon image corporelle, dans mon estime de moi, dans la confiance en moi, dans tout ce que je portais dans ma relation avec mes parents. Je n'étais pas consciente de plein de ramifications. C'est comme si je le sentais. Il y avait quelque chose qui faisait que je le sentais, même si je ne pouvais pas le nommer.
Recherche sur Internet, abus sexuels. Il y a quelqu'un qui sort plus fort, là, si je veux dire, si on, qui me parle plus. Euh, J'en parle avec des gens avec qui que je connais qui sont en cheminement aussi. Je parle de leur approche. Euh, J'hésite entre deux. Puis finalement, je choisis d'aller chez celle qui a été un peu ma thérapeute euh, première, principale. Pas la seule, mais la principale, c'est là que j'ai appris à guérir. Puis après, j'ai peaufiné, puis après, j'ai ajouté d'autres trucs. Mais l'apprentissage de la guérison qui est tellement important on ne peut pas guérir si on n'apprend pas comment faire. C'est vraiment là que je l'ai eu. Et quand j'arrive dans son bureau, donc elle habite au Québec. Moi, j'habite en Colombie-Britannique. Je prends l'avion. Bzzz. Je viens passer une semaine. Donc, je prends l'avion, je me déplace et je prends 5 jours de suite. En fait, les demi-journées, pas les journaux complets, les demi-journées. Puis encore là, j'essaie de négocier. Je suis épouvantable. Épouvantable. À ce moment-là, là, j'essaie de négocier parce que je lui dis, ben là, si je t'achète 10 heures, peux-tu me donner 2 heures de plus? Tu sais, comme les cartes de café, là. Puis elle me répond quelque chose comme, ben je vais pas travailler moins. Tu sais, les 2 heures que je te donne, je vais pas moins les travailler. Pourquoi je te les donnerais? Ouais, dans le fond, elle a bien raison. Tu sais, les 10 heures que tu me payes, je vais pas travailler. Tu sais, ça marche pas, là. Tu peux pas. Quand tu te respectes, puis oui, il y a du bénévolat, puis elle en fait de toute façon, mais quand tu te respectes, tu respectes le temps, que, puis tu respectes ton expertise aussi. Puis quand tu respectes les gens, en tout cas, c'est ma façon de voir, tu respectes leur expertise. Euh, donc, je me trouvais bien, à ce moment-là, je trouvais que c'était normal, tu sais, je t'achète comme un bundle de 10, tu m'en donnes deux de plus. Non. Aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, mais je suis donc bien épouvantable. C'est pas comme des tasses de café, esti, chez McDo, ça n'a pas de bon sens. Enfin, je lui partage ce qui s'est passé avec ce grand-oncle-là. Ben, on fait connaissance, bon, blablabla, mais je lui partage ce qui s'est passé avec ce grand-oncle-là. Et pendant que je lui partage, il y a d'autres images qui s'en viennent, d'autres images qui arrivent, que je n'avais jamais vues. Mais moi, je ne sais pas d'où ça vient, ces affaires-là. Puis les images, ils reviennent comme ça. Puis là, on n'est plus juste assis. Puis là, il est dans un autre fauteuil. Puis là, moi, je suis debout. Puis je commence à avoir des sensations aussi. Puis l'odeur. J'ai une sensation de quelque chose qui coule sur ma main. Puis ça sent. Puis tu sais, je m'ouvre les yeux. Puis je fais comme, voyons, ici, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans cette salle-là avec cette femme-là. Pourquoi ça sent le sperme? Il n'y a pas de sperme autour. Ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Et je regarde ma main, je la vois ma main, là. Il n'y a rien sur ma main, je le vois bien qu'il n'y a rien, et pourtant je ressens quelque chose sur ma main, comme un liquide chaud, un peu crémeux. Puis je fais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai peur, je comprends pas. Je me dis, voyons, y a-tu de la drogue ici? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis atterri? Ça fait 1 heure que je connais cette personne-là, puis là, paf, ça arrive, mais qu'est-ce qui se passe? On traverse ça, elle m'explique ce qui se passe, c'est des mémoires occultées, c'est normal, ça y arrive à tous les jours, pas elle en tant que personne, là, mais en tant que thérapeute, ça arrive, elle m'explique que c'est quelque chose que j'avais oublié, que j'avais occulté, que j'avais mis comme dans mon subconscient, mon inconscient pour pas y toucher, pour pas être, parce que c'était trop gros pour moi. Puis là, maintenant, c'est prêt, donc ça peut sortir parce que je suis prête à le voir. Puis je fais comme, OK, tu sais, OK, je sais pas trop, là. Puis en même temps, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas dans les mots. Il y a quelque chose à la fois, c'est weird dans ma tête, c'est bizarre, je comprends pas. Puis en même temps, il y a comme
quelque chose où je sais que je suis à la bonne place, mais ça, c'est pas dans la tête, là. C'est comme quelque chose en dedans, que je ne sais pas comment ça s'appelle à ce moment-là, mais qui me dit, ah, je suis à la bonne place, c'est correct. Fait que je continue le processus, puis cette femme-là me guide, puis je fais comme, OK. Ça, c'est le lundi. Je retourne le mardi. Fait que ça, c'est de lundi de 9h à midi. Lundi après-midi, j'ai la chance d'avoir les grands-parents de mes enfants sont absolument extraordinaires, avec mon mari aussi, mon ex-mari aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, comme mon fils est né, mon fils est gardé par ses grands-parents qui sont très, très contents parce qu'on habite à euh, 6 heures de vol d'avion. Donc, très content. Fait que j'ai l'après-midi, ma belle-mère s'occupe de mon fils aussi. Donc, je m'en vais dans un parc, j'amène mes cahiers, mes crayons. Comme la dame m'avait dit, j'amène mes cahiers, mes crayons, puis je commence à utiliser les outils qu'elle m'a enseignés. Un des outils qu'elle m'a enseigné ce matin. Ah, j'aurais pu l'apporter. Euh, le premier dessin que j'ai fait dans mon cheminement de guérison, je vais le mettre en commentaire. C'est quelque chose que je partage. Le tout premier dessin que j'ai fait dans mon cheminement de guérison, pour de vrai, en juillet 2002. Ça fait 21 ans aujourd'hui, mon Dieu. Ah, peut-être aujourd'hui même. I'll drink to that. Je vais vérifier la date, mais c'est peut-être aujourd'hui. En tout cas, si j'oublie, là, rappelez-le-moi. Rappelez-le-moi en commentaire. Euh, ou si quelqu'un, tu sais, pendant que tu écoutes, là, mets-moi là tout de suite en commentaire, comme ça, tantôt, quand je vais aller vérifier, là, je vais pouvoir. Juste un rappel, puisque ma tête, des fois, va trop vite. Donc, je fais un dessin. Pendant que je fais le dessin, je vois à la fin, en fait, à la fin du dessin, je vois comme en visualisation une espèce de porte dans le fond d'une cour. Une porte vraiment bien déglinguée en bois, rabiboché, tout croche. Du vieux bois avec des ronces un peu partout, tu sais, mais la porte est là, puis c'est comme si la porte à ballotte un petit peu au vent. Pas tant que ça. Elle n'est pas super grande ouverte, là, mais elle ballotte un peu. Et je me dis, ah, tiens, une porte, parce que la guérison, c'est ça, hein, c'est suivre le fil qui est là. Ah, tiens, il y a une porte. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. Tout innocemment, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. Je suis devant la porte et là, je me rends compte que je suis pas game d'ouvrir la porte. Je suis pas game, j'ai peur. J'ai peur de ce que je vais voir devant, derrière. Je suis là, je suis devant la porte, j'ai envie de l'ouvrir, j'ai vraiment envie de l'ouvrir. Puis en même temps, j'ai peur, je suis pas capable, j'y arrive pas. Puis tout ça, c'est dans une visualisation. Et donc, dans ma visualisation, je vais chercher une de mes amies, qui est ma collègue en Colombie-Britannique, avec qui je, je co-anime le groupe. Donc, c'est une amie, mais je sais aussi qu'elle a cette sensibilité, compassion, bienveillance pour les femmes qui ont vécu des abus sexuels puis de la violence conjugale. Fait que je sais que je peux compter sur elle. Donc, dans ma visualisation, je l'amène, je prends la main. Et c'est comme ça que j'ai la force d'ouvrir la porte et de marcher à travers ce corridor qui est là. Et c'est tout. Je vois rien, j'ai ouvert la porte, j'ai regardé un peu, je vois rien dans cette visualisation, mais j'ai ouvert la porte. Je rentre chez moi, il doit être 4 heures l'après-midi, je rentre chez moi, je m'occupe de mon fils, bon, etc., etc. Le mardi, je me présente de 9 heures à midi. Encore, je me présente pour ma rencontre en thérapie. Et je te rappelle que moi, j'habite en Colombie-Britannique et que ma famille, tout le monde habite au Québec. Et là, je suis en visite au Québec. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en visite au Québec, puis qu'on habite ailleurs? Ben, on va voir les gens. Donc, ce mardi-là, j'ai de la misère avec mon casque. Ce mardi-là, moi, pour le souper, c'est le repas du soir chez nous au Québec. Donc, pour le souper, j'ai rendez-vous chez mes parents parce que mes parents me reçoivent. J'habite pendant ma semaine de vacances, entre guillemets, de voyage. J'habite chez mes beaux-parents, heureusement.
j'habite chez mes beaux-parents pendant ma semaine de vacances et ce mardi-là, j'ai rendez-vous chez mes parents avec mon fils pour aller souper chez eux. Petit rappel. Je vais à ma rencontre de thérapie, 9 heures à midi, et on travaille. Ma thérapeute, tu sais, me dit souvent, et ça me déconcerte, puis en même temps, je me dis, écoute, t'es là, t'as payé, tu sais, tu sais, fais ce qu'elle te dit, là, tu sais, comme t'es là, essaye-le, tu sais. Et la thérapeute dit souvent, tu sais, va vers ce qui va vers ce qui t'appelle, écoute ton intuition, bon, etc., etc. Moi, je sors de mon baccalauréat, je sors de l'université, c'est tout un autre, c'est comme une autre façon de faire, de voir la vie, là, tu sais, le travail, là, je suis comme, non, non, c'est supposé d'être comme ça, comme ça, comme ça, tout dans la tête, puis là, elle m'amène, mais complètement ailleurs. Mais je décide de jouer le jeu, d'essayer, en tout cas. Et elle me dit, ben, tu sais, prends une place où tu veux, vraiment suis ton intuition. Et là, à un moment donné, mon intuition me dit, il y a des instruments de musique dans sa salle de travail. Donc, mon intuition me pousse à aller chercher le petit tambourin qui est gros comme ça, environ un petit tambourin d'enfant, avec un petit bâton pour jouer, tu sais, pour jouer avec le tambourin. Je joue avec le tambourin et à un moment donné, je me dis, ah, je donne des coups, j'entends le son, ça fait un son X, hein, le son du bâtonnet sur le tambourin. Et à un moment donné, euh, en moi, parce qu'elle est en train de faire autre chose, de comme préparer le prochain exercice qu'elle va me proposer. Et, et moi, dans ma tête, je me dis, ah, plutôt que de frapper le tambourin avec le bâtonnet, je me demande quel son ça va produire si je tourne le bâtonnet sur le tambourin plutôt que de frapper avec. Et donc, je fais ça puisque je suis en train d'apprendre à suivre mon intuition et à suivre le fil. Donc, je fais ça et ça dure quelques secondes. J'entends le son et à un moment donné, ça vient tout seul, même si je suis dans sa salle. On est en 2002. On est en juillet 2002. Oui, on est en juillet 2002. Je suis dans sa salle. Je joue avec un tambourin, un petit bâton, mais ce que je vois, c'est pas un tambourin, mais un pénis que je tourne, que je frotte sur une vulve. C'est ça que je vois. Je lâche tout ce que j'ai. C'est une vision d'horreur complètement. Si en ce moment tu vis des difficultés, respire, respire. L'histoire finit bien. Regarde qui je suis devenue. L'histoire finit bien. Mais à ce moment-là, c'était juste épouvantable. Je lâche tout ça. Je me mets comme un petit bonhomme. Je me mets à me bercer comme ça. Vraiment une réaction, très, très enfantine. Je le sens encore, je te le dis, je le sens encore, ça se contracte dans mon ventre, ma respiration se coupe, se bloque, puis moi je suis comme ça. Et puis je dis: «Il y a un pénis dans ma main». C'est tout ce que je suis capable de dire. Je suis pas capable de rester seule avec ça, puis en même temps, je suis pas capable de je sais pas quoi faire. Et donc je dis: «Il y a un pénis dans ma main». Et cette femme me dit, et je ne sais pas à quoi je m'attends, mais je ne m'attends pas à cette réponse-là. Elle me dit, ah, c'est le pénis de qui? Quand elle me, quand elle me pose cette question-là, l'image qui était très, très focus là, du pénis et de la vulve, cette image-là, devient, tu sais, comme quand tu te recules et plutôt que d'être, voyons, très zoomé, ça devient comme une image grand angle. Et là, je vois ce qui se passe. Et là, je fais fuck, mais qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas répondre à sa question. Et je peux pas répondre à sa question. Pour vrai, je capote, je comprends pas ce qui se passe.
Je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas combien de secondes se passent à ce moment-là. Et finalement, je lui dis, euh, en fait les- la réponse est comme sculptée dans la pierre. Si tu as déjà vu, comme au mont Rushmore aux États-Unis, il y a les têtes de 5 présidents qui a été sculptée dans la pierre. C'est ça que ça fait. Puis c'est la réponse qui est là, en pierre. Tu sais, comme indestructible, là. Pas dans le sable avec de l'eau qui vient l'effacer, là. Pas le vent qui chuchote pas fort. Non, non. Les mots, le mot, les 4 lettres sont là, en gros, en roc. Je peux pas passer à côté. Puis, asti que j'ai envie de passer à côté. Euh, je peux, je sais pas comment faire. Et finalement, je lui dis, c'est comme ma seule façon de répondre sans répondre. Je lui dis, c'est écrit papa dans ma tête. Et là, l'image devient juste encore plus claire, hein. Et là, je vois mon père, je vois ma mère, je vois mon frère qui est dans le coin aussi. Puis je me rends compte qu'on est les 4. J'ai juste un frère. euh, 17 mois. Combien qu'il a fait? 14 mois de plus que moi. Donc, j'ai juste un frère, puis on est les 4. Puis je me rends compte que nos parents nous ont inclus dans leur sexualité, puis je suis là. Moi, j'ai jamais vu ça, là. Je ne savais pas que j'avais vécu ça. J'ai 24 ans. Je fais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et je te rappelle que je soupe chez mes parents ce soir. Puis je suis là, mais voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Ça n'a pas de bon sens. Je suis dans tous mes états. Je suis complètement bouleversée dans tous mes états. Je ne comprends pas ce qui arrive. Puis en même temps, je fais comme, est-ce que tu l'as ouvert la porte hier? Hein? Ben voilà. C'est ça qu'il y avait de l'autre bord de la porte. Esti, je me mets à insulter la femme qui est devant moi. Je suis tellement en colère, là. Je suis en colère, je suis pas enragée, là, dans le sens où je brise pas rien, puis, mais je l'insulte, là, du haut de mes études universitaires à moi, je l'insulte. Puis elle reste d'un calme, d'une bienveillance, d'un accueil. Qui fait tellement bon recevoir parce qu'elle sait que pour vrai, c'est pas contre elle, c'est juste la situation qui est juste trop grosse pour moi, puis je comprends pas. Ça prend quelques dizaines de minutes, je finis par me calmer, puis par faire, mais qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, je commence à faire des liens. Ah, OK. C'est pour ça que j'ai jamais aimé la fête des pères. C'est pour ça que je m'habille avec des vêtements d'homme. J'allais dans les magasins de vêtements pour hommes. C'est là où je m'habillais, moi. C'est là où je m'habillais. J'étais tout le temps habillée en foncé. Tout le temps. Tout le temps. Bleu marin, noir. Tout le temps. Lourd. Surtout pas féminin. Eh boy. Surtout pas féminin. Je voulais avoir rien qui ressemble à être une femme parce que pour moi, c'était synonyme de danger. Et puis là, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je vais souper chez mes parents ce soir? Puis si tu l'as pas remarqué encore jusqu'à maintenant, moi, je suis un peu baveuse. Je l'étais encore plus dans ce temps-là. Puis au-delà d'être baveuse, je suis un peu frondeuse. Je suis un peu... alors, j'ai pas froid aux yeux, comme on dit. Puis je peux pas m'imaginer pas aller souper.
Et là, je suis comme en colère après mes parents, puis je me dis, mais voyons, ils sont donc bien hypocrites. Qu'est-ce que c'est que ça, cette affaire-là? Pour moi, la vérité, à ce moment-là, je ne le sais pas. Ça va se développer pendant mon chemin de guérison, mais je ne sais pas à ce moment-là à quel point la vérité pour moi, c'est quelque chose qui est important. La justice, c'est une valeur importante. Je m'en rends pas compte à ce moment-là encore, mais je me dis, mais comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour me servir à souper? Comment ils vont faire pour me regarder dans les yeux alors qu'eux autres, ils savent qu'est-ce qu'ils nous ont fait à mon frère puis moi? Nous autres, on est des enfants. C'est normal qu'on aille oublier, mais eux, c'est des adultes. Comment, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il faut que j'aille vérifier. Je vais aller vérifier. Je vais regarder ma mère, elle va me le dire. Il y a quelque chose qui va arriver. S'il y a une chose que j'avais à changer à propos de ce souper-là, c'est que j'aurais pas amené mon fils. J'ai amené mon fils pensant que euh, je vais les checker. Tu sais. Mais la vérité, là, c'est que quand je parle à ma tante, puisque ma mère avait invité d'autres membres de la famille, tu sais, c'est comme un rassemblement, Sandra est en ville. Sandra est en ville, viens souper. Fait qu'il y avait d'autres mondes. Fait que moi, mon petit bonhomme, il y a 15 mois, il se promène un petit peu. Il ne reste pas assis sur moi pendant que je parle avec ma tante. Fait que moi, dans mon je vais les checker, je ne me rends pas compte que pendant que je parle avec ma tante, ben lui, il se promène et il échappe à ma vigilance. Évidemment, évidemment. Et ça, c'est un message à toi. Si tu penses que c'est OK d'amener tes enfants ou tes petits-enfants ou tes neveux ou tes nièces ou peu importe, dans un party ou dans un rassemblement où tu le sais qu'il va y avoir des agresseurs, où tu présumes que peut-être un tel ou une telle est un agresseur, n'amène pas tes enfants. Ce n'est pas vrai. Cette idée de je vais le checker, c'est pas vrai. Pendant que tu es aux toilettes, là, tu ne sais pas ce qui se passe. Une main sur une fesse, une main dans une culotte, ça va vite en tabarouette. Puis les agresseurs sont rapides. Puis ils savent comment attirer la confiance des enfants. Puis ils savent comment entrer dans le monde de l'enfant pour que ça passe inaperçu. Il y a déjà des gens qui m'ont dit, ah, ben, tu sais, moi, mon fils, il se fait flatter les fesses comme ça au repas de famille, puis il trouve ça drôle. Pardon. Fait que cet enfant-là, qui a maintenant proche 30 ans, cet enfant-là, à cette époque-là, se faisait taponner, tripoter par des adultes alors qu'il y avait du monde autour. Fait que si ça, ça se peut, là, imagine ce qui se passe quand tu penses checker, mais que tu ne checkes pas pour vrai. Parce que des fois, tu vas aux toilettes, puis des fois, tu parles avec ma tante. Puis là, tu fais comme, oh, il est où mon petit? Puis tu l'as perdu de vue 2 minutes. 30 secondes. Prends combien de temps à mettre une main dans une culotte? Prends pas de temps. Bien moins que 30 secondes. Donc, je reviens à mes moutons. Euh, je n'aurais pas amené mon fils à ce moment-là voir ses grands-parents. C'est clair. J'aurais pas dû l'amener. Je pense pas que c'est rien passé, honnêtement, cette fois-là. Je- euh, voilà. Mais moi, je pense que je suis normale, je pense que je suis bien correcte. Ma cousine, plusieurs années plus tard, une fois que j'ai brisé le silence, ma cousine me dit, te rappelles-tu de ce souper-là? T'avais des fusils dans les yeux, Sandra, je t'ai jamais vu de même. Fait que moi, je pense que je suis bien correcte, bien normale, puis que je suis capable de contrôler mes émotions, mais ça a l'air que je suis pas capable pantoute, puis je m'en rends pas compte. Ma cousine, qui me voit pas tant que ça, qui me dit, t'avais des fusils dans les yeux, on comprenait pas ce qui se passait. Une fois que j'ai brisé le silence, elle a fait comme, OK, là, je comprends, mais à ce moment-là, là, ce souper-là, là, on, on comprenait pas. Cheers à la conscience.
Plus on grandit, plus on est sur le chemin de guérison, plus on se rencontre, plus on guérit, plus on est consciente de qui on est et de ce qu'on projette et de ce qu'on vit. Donc, à ce moment-là, j'avais des fusils, même pas des couteaux, j'avais des fusils dans les yeux, puis je m'en étais pas rendu compte. Le lendemain, donc évidemment, mes parents, ils n'ont pas abordé les abus sexuels, rien du tout. Moi non plus, c'était pas la place, puis non, là, c'était pas, j'étais pas prête à ça, là, c'était pas une possibilité. Alors, le lendemain, euh, moi, je suis pas capable de l'hypocrisie. Je suis pas plus capable. Ben, aujourd'hui, ça va mieux, là, je suis capable de mieux temporiser. Pardon. Mais à ce moment-là, l'hypocrisie, je peux pas. C'est non. Non, l'hypocrisie, c'est non. Et donc, je, pour moi, je ne peux pas continuer d'être en contact avec mes parents en faisant semblant de rien, comme c'était arrivé le mardi soir. Je ne peux pas faire semblant de rien, mais je ne peux pas non plus leur dire ce que j'ai vu. Je ne suis pas prête à ça, je ne comprends pas, je doute. Comme c'est vrai, cette histoire-là, où il y a de la drogue dans cette salle de travail-là, tu sais. Il y a de la drogue, puis je me suis fait avoir par un charlatan, puis elle m'a joué dans la tête, puis bon, etc. Toutes ces affaires-là. Parce que j'aimerais bien mieux que ça ne soit pas vrai. C'est ça, la vérité. C'est que j'aimerais bien mieux que ça ne soit pas vrai, toutes ces affaires-là qui remontent. Et plus, donc, fait que le mercredi, euh, pour me donner une chance, ben, j'appelle ma mère, puis je lui dis, écoute, en fait, je te l'ai pas dit hier, mais je suis au Québec parce que je suis en thérapie. Il y a quelque chose qui va pas bien dans ma vie en ce moment. Puis, je suis pas prête à t'en parler, mais j'ai besoin d'un espace, j'ai besoin d'un temps. Je ne peux pas être en contact avec vous en ce moment, avec toi et papa. Puis, tu sais, je vous demande de respecter ça. Donc, tu sais, pas d'appel, il n'y a pas de texto à l'époque, mais il y avait des courriels. Donc, pas d'appel, pas de courriel. Puis, quand je vais être prête, je reviendrai. Bon, ça passe pas super bien, mais tu sais, pour moi, c'est clair. Là, il n'y a pas de. Je lui demande pas la permission, là. Je lui dis que c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est tout. Je pense qu'il y a eu quelques courriels qu'ils ont essayé de faire, puis j'ai fait comme, hey, est-ce que t'as pas compris, là? Puis finalement, ça s'est arrêté. Et je continue, moi, ma semaine de thérapie. Les images reviennent presque à chaque jour. Tu sais, une nouvelle agression que j'ai vécue, que j'avais oubliée, un nouvel agresseur. Ah, lui aussi, ah, lui aussi, ah, lui aussi. Ça finit plus. Ça finit plus. Je rentre chez moi, je suis, tu sais, une autre personne. Euh, je raconte ce qui s'est passé à mon mari, qui est tout aussi désœuvré que moi, honnêtement. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis c'était pas. Quand on s'est rencontrés puis qu'on a décidé de faire notre vie ensemble, il n'y avait pas ça d'impact, là. Et là, comme c'est un peu comme si le contrat, entre guillemets, il vient de changer, là. Fait que moi, je me retrouve avec quelque chose que je ne savais pas que j'avais. Puis lui, il se retrouve avec une femme qui ne savait pas qu'elle traînait tout ce bagage-là. Mais donc, je rentre à la maison, on est en juillet 2002 et c'est juste épouvantable. Je mène ma vie comme je peux, mais je suis loin. Il n'y a pas de Zoom à l'époque, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Messenger. Donc, j'ai peu accès à ma thérapeute entre ces moments-là. Euh, J'y retourne en octobre, en fait. Donc, je la vois pas de juillet à octobre ou septembre. Je la vois pas, mais je retourne une semaine. Euh, un peu le même principe, là, tu sais, les avant-midi, mon fils se fait garder chez ses grands-parents qui sont maintenant au courant de ce qui m'est arrivé puis qui sont pleinement supportants. Euh, et donc, je passe encore une semaine là, je vois mon frère, je vois ma grand-mère parce que c'est pas avec eux le dilemme. Puis je comprends pas encore toutes les ramifications là, de ce qui se passe. Je vois mon frère, puis mon frère me dit, à un moment donné, il est au courant là, que je vois plus mes parents, mais moi, j'ai,
c'est bien clair quand je suis allée voir mon frère. Puis, tu sais, moi, euh, j'ai pas beaucoup de filtres. Je suis encore plus. Là, je suis spontanée, mais à ce moment-là, j'étais impulsive. Donc, je réfléchis pas, je dis des choses, puis après, je le regrette à ce moment-là. Donc, c'était vraiment important pour moi. J'étais bien, bien centrée avant d'aller voir mon frère pour dire je parle pas. Je peux parler un petit peu de ma démarche, tu sais, que je suis en thérapie, puis je suis revenue en thérapie, mais je suis pas prête à en parler. Je suis pas prête à parler de toute cette affaire-là, comme je suis pas prête à ce que ça explose, là, toute cette patente-là, mais pas en tout, là. Donc, je suis chez mon frère. euh, je vois sa main qui est proche de moi, mais je suis assise on est dans le salon, sa femme est partie, les enfants sont couchés, fait qu'on a un moment juste nous deux où on peut jaser. Euh, il ne sait pas ce que j'ai vu, tu sais, en thérapie, que lui et moi, on a vécu des abus sexuels. Remarque que je n'ai jamais dit le mot victime, hein, depuis que je te parle, puis que je te parle de ce que j'ai vécu. Jamais j'ai utilisé le mot victime. Donc, j'ai vécu des abus sexuels. Euh, et donc, moi, je suis consciente de tout ça. Lui, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'en rappelle? Est-ce qu'il s'en rappelle pas? J'ai aucune idée. Euh, Je ne sais pas s'il sent qu'il y a quelque chose en moi qui est changé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il commence à me parler euh, du fait que son fils à lui a des problèmes, qui est suivi à telle place, que mon frère est suivi aussi pour violence envers ses enfants. euh, c'est ça, qui sont en suivi avec les autorités compétentes, etc. Et à un moment donné, il me dit, mon frère, il dit, est-ce que, tu sais, ce qu'on faisait là, quand on était jeune? Je fais comme, ouais. Il dit, est-ce que c'était des abus sexuels? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que moi, je suis bien centrée puis j'en parle pas, là. Et il faut savoir que mon frère et moi, on a joué au docteur jusqu'à 11-12 ans, ce qui n'est pas normal, ce qui ne fait pas partie du développement psychosexuel régulier d'un enfant. Un frère puis une sœur, tu sais, de 11-12 ans. J'étais en cinquième année, il était en sixième année. Donc, au primaire, là, pour les Européennes, ça, c'est au primaire. Donc, 11 et 12 ans. Un frère et une sœur, tu sais, 5 ans, ça va, là. 11-12, là, non, ce n'est plus le temps. Et ça, c'est quelque chose que je me rappelle. J'ai jamais oublié ça. Le fait que quand on se promenait, on se tenait par la main parce qu'on voulait faire croire, puis on se le disait ensemble, là, on voulait faire croire aux passants, aux gens qu'on était un couple. À l'arrêt d'autobus, on s'embrassait sur la bouche pour faire croire qu'on était un couple. Et dans notre intimité à la maison aussi, c'était vraiment malsain, mais on ne le savait pas. On était juste là-dedans, puis c'est ça qu'on avait appris. Et donc, remarque, c'est mon frère qui parle d'abus sexuels en premier. Ça, il n'y a personne dans ma famille qui l'a su. Les gens pensent que c'est moi qui ai brisé le silence là-dessus, mais c'est pas vrai. C'est mon frère, le premier qui a parlé d'abus sexuels, mais il en a parlé juste à moi, puis après, il a refusé d'en parler. C'est dur, je le conçois, mais en tout cas. Fait que, euh, et là, je fais, je sais pas. Je sais pas. Prénom, je sais pas. Mais quand je vais le savoir, je vais te le dire. Et là, je me mords la langue parce que là, j'ai envie de dire plein de trucs, mais j'en parle pas. Et c'est en novembre 2002, donc, que je brise le silence, que j'envoie des lettres à tout le monde. L'hypocrisie, moi, je suis pas capable. Il n'y en est plus question. J'ai comme ce besoin de vérité, ce besoin d'être en vérité, de vivre en vérité. Je suis plus capable d'être dans cette. Ça marche pas. Ça marche pas. Et donc, je décide de briser le silence. Euh, et j'ai brisé le silence par lettre parce que te rappelles-tu que j'habite en Colombie-Britannique? Euh, puis de toute façon, il n'y a pas 56 000 façons de briser le silence de toute façon. Euh, et en brisant le silence, moi, j'ai écrit à mes parents, bien sûr, j'ai écrit à mon frère. J'ai encore trois grands-parents de un vivant, mais
dans ma vie, là, moi, un de mes grands-pères qui n'a pas vraiment été dans ma vie, mais j'ai mes trois grands-parents principaux qui sont encore dans ma vie et qui sont vivants à ce moment-là. Donc, je les réécris. J'écris aux deux sœurs de ma mère. J'écris aux 11 frères et sœurs de mon père. Et j'écris à un homme qu'on appelait mon oncle, qui n'était pas un vrai oncle de sang, mais qui était tellement un ami proche qu'on voyait tout le temps, puis qu'on a appelé mon oncle tout le temps. Euh, mais tu sais, c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était pas un vrai oncle. Lui, c'était un ami de la famille, mais qui m'avait agressé aussi. Et, euh, et donc, moi, briser le silence, ça a été à tout ce monde-là. Et j'étais bien naïve de penser que tout le monde attendait que ça, que j'étais la sauveuse de tous. Bien candide de m'imaginer que tout le monde avait cette soif de vérité. Moi, je pensais que cette valeur-là que j'avais de vérité, tout le monde l'avait, mais que personne n'avait le courage de le nommer. Et que moi, j'allais avoir le courage de le nommer et que ça allait comme, tu sais, crever l'abcès et que là, tout le monde allait faire comme, oh wow, tu sais, la porte est ouverte, il y a quelqu'un qui a adressé l'éléphant dans la pièce, tout le monde le voit, on est d'accord, on en parle et on guérit ensemble. Parce que moi, je suis dans un cheminement de guérison depuis tout ce temps-là. Je suis pas dans, je suis dans un cheminement qui m'amène vers du positif. Je suis dans un cheminement où est-ce que je les vois à chaque semaine, à chaque mois, les petits pas que je fais, ou non, pas les petits pas, les grands pas que je fais et les changements qui, euh, qui s'accomplissent en moi. Je le vois je fais des prises de conscience, je change mes comportements, je le vois par les vêtements que je m'achète, je le vois par ma voix qui change. Les gens me le disent. Oh, wow, tu sais, tu as de l'air mieux, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis dans ce cheminement-là de guérison et la guérison s'accomplit. Donc, je change. Les gens voient ça. Ils voient quand ça va pas bien aussi, bien sûr, mais les gens voient ça. Et donc, moi, je suis dans quelque chose de super positif. Je fais très, très attention. Quand j'écris mes lettres, je fais très attention. Je parle en je, j'accuse personne, mais je nomme les faits. Voici ce qui s'est passé. Je nomme les faits, je dis ce qui en est. Je dis pourquoi je le fais. C'est parce que je veux vivre en vérité. Je les ai gardés, j'ai gardé, pas toutes, là, mais je veux vivre en vérité. C'est écrit en gros, en gras, en caractère gras. Je fais cette démarche-là parce que je veux vivre en vérité et que je veux que les enfants, parce qu'à cette époque, donc il y a 20 ans, j'ai des neveux puis des nièces qui ont l'âge de mes enfants à peu près, qui sont encore en contact avec les agresseurs, avec mes parents, avec cet oncle-là, cet ami de la famille. Donc, moi, je veux que d'abord, mes neveux et nièces du côté de mon père soient au courant, ben, pas les neveux nièces, mais mes cousins et mes cousines, je veux qu'ils soient au courant que mon père, c'est un agresseur pour qu'ils arrêtent de mettre leurs enfants en contact avec mon père. Et du côté de ma mère, donc cet ami-là de la famille, pardon, cet ami de la famille et du côté de ma mère, je veux que les enfants de ma cousine soient en sécurité. Donc, il faut que je dise à ma cousine, hey, fais attention, un tel m'a agressé. Donc, c'est vraiment dans un élan de vivre en vérité, on va crever l'abcès, on va parler de l'éléphant dans la pièce, puis on va protéger les enfants, on va guérir tout le monde ensemble. Hey boy! Devine si c'est ça qui est arrivé. Pas pantoute. J'ai reçu une mise en demeure d'une des personnes que j'avais qui m'a agressée, que j'ai dénoncé, ben pas dénoncé devant les tribunaux, mais dont j'ai brisé le silence, qui me demandait de me rétracter, ce que je n'ai pas fait. Euh, et il n'a pas mis ses menaces de poursuite en action comme il m'avait menacé de le faire. Donc ça reste une petite victoire quand même pour moi. Euh, mais sinon, tu sais, ça a été comme tout le monde, là, le rejet, l'exclusion. Il y a quelques personnes,
Tu sais, 2 personnes sur la cinquantaine, soixantaine de personnes qui m'ont dit: «Oui, on te croit». 4 personnes, en fait. «On te croit pour un tel, mais on ne te croit pas pour un tel». Ça, c'est intéressant. Tu sais, moi, là, j'écris une lettre. Puis dans la lettre, il y a un paragraphe où c'est mon père qui m'a agressé. Puis un autre paragraphe où c'est un tel qui m'a agressé. Puis un autre paragraphe où c'est un tel qui m'a agressé. Puis je donne à peu près la même lettre à tout le monde. C'est sûr qu'à la famille de mon père, je ne parle pas de celui qui est dans la famille de ma mère, ils ne le connaissent pas. Puis inversement, à la famille de ma mère, je ne parle pas des agresseurs dans la famille à mon père, ça n'a comme pas rapport, tu sais. Mais moi, là, j'ai quand même une lettre. J'envoie la même lettre à tout le monde, à peu près. Et c'est très intéressant d'observer que ma mère, par exemple, va me dire, parce que j'ai été agressée aussi jeune adulte par un copain, donc le chum que j'ai eu juste avant mon mari, euh, qui m'a agressée aussi. Et donc, pour lui, elle me croit. Ben, elle me croit en me disant qu'est-ce que tu faisais avec 3 autres garçons dans un appartement, comme si c'est parce que j'étais la seule femme avec 3 autres jeunes hommes que j'ai été agressée et que c'était de ma faute. J'avais juste à pas être avec 3 autres garçons. C'est ma faute, bien sûr. Mais en tout cas, au moins, elle me croyait pour lui, puis pour l'ami de la famille qui était son ami aussi, a fait: ah ben, le mot t'a dit, tu vas voir ce que je vais faire. Fait que c'est comme si elle me croit, en tout cas, momentanément à ce moment-là, mais pour mon père, elle me croit pas. Mais moi, je suis dans toute la même lettre, là. Fait qu'un paragraphe, selon elle, pour un paragraphe, je mens, puis un paragraphe, je dis vrai. Moi, je la vois pas la logique de ça. Ma cousine, même chose. Pour ton père, elle me dit, Sandra, pour ton père, je te crois, parce que ton père, il me regardait d'une façon, là, il me déshabillait. C'était tout le temps dégueulasse la manière qu'il me parlait, qu'il me regardait. Fait que je te crois pour ton père. Mais je te crois pas pour l'ami de la famille. C'est le meilleur, c'est le père de ma meilleure amie. Je suis allée dormir là tellement souvent. Il s'est rien passé avec moi. Je peux pas te croire pour lui. Je te rappelle que c'est toute la même lettre, là. Je comprends pas. Fait que, OK, ce paragraphe-là, je dis la vérité, ce paragraphe-là, je mens, mais c'est pas les mêmes paragraphes que ce que ma mère a. C'est ridicule comme ça. Les gens, euh, ma grand-mère, donc la mère de ma mère, me croit pour mon père parce qu'elle l'a jamais aimé. Mais quand je lui raconte l'histoire, la situation où je suis avec elle chez sa sœur et que son beau-frère, donc le grand-oncle que je t'ai parlé au début, qui me frôle la poitrine, puis qu'après, il y a d'autres choses qui se passent, euh, c'est pas que j'ai honte de le raconter, c'est que je sais que quand je raconte, il faut que je fasse attention parce que ça peut venir déclencher chez toi des trucs. Fait que c'est pour ça que je donne un peu de détails, mais pas trop non plus. Enfin, je me filtre quand même dans les détails que je donne, mais c'est pas par pudeur ou par honte, c'est vraiment par bienveillance pour que ça soit pas trop dur à recevoir. Donc, quand elle me croit, ma grand-mère, elle me croit pour mon père, mais quand je lui dis, tu sais, la fois qu'on est allé chez ta sœur, oui, 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 je me rappelle. Puis là, toi, tu es parti avec ta sœur dans une autre salle pour aller voir les rideaux ou le projet de couture qu'elle faisait. Je viens d'une famille où les femmes de ma lignée matriarcale travaillent très, très bien le tissu des grandes couturières. Donc, te rappelles-tu, tu es allé voir? Bon, c'était un peu flou, là, mais tu sais, c'est plausible. Bon, mais pendant que tu as fait ça, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais le bonhomme, il m'a agressé. Ah ben non, là, t'as menti, je t'ai jamais laissé tout seul avec lui. Les gens, tu vas t'en rendre compte, là, si jamais tu brises le silence toi aussi, les gens vont te croire si ça ne les met pas en cause eux. Fait ils ne vont pas te croire selon leur degré de proximité avec la personne qui est dénoncée ou selon leur propre implication dans la situation. Fait que ma grand-mère, là, jusqu'à temps que j'y dise, tu m'as laissé seule,
c'est là qu'il m'a agressé. Jusqu'à ce moment-là, c'était correct. Puis ce que je t'ai pas dit, ah oui, petit détail, petit gros détail, pendant que fait que juste avant que je lui dise, tu m'as laissé seule, il m'a agressé, elle m'a parlé, puis elle m'a dit, ah oui, ma sœur. Donc, on est chez sa sœur à ma grand-mère. Sa sœur lui avait partagé que son mari avait abusé de leur fille. Fait que là, je dis à ma grand-mère, ah ben, fait que toi, tu le sais que ce bonhomme-là, il agresse les petites filles, puis tu me laisses toute seule avec lui, mais tu as rendu compte de la responsabilité que tu portes. Puis c'est là qu'elle me sort, ah ben là, t'as menti, tu sais. Les gens, là, les gens nous croient selon leur degré de proximité avec l'agresseur ou leur degré de responsabilité qu'ils ont dans la situation, dans l'agression qui est arrivée. Fait qu'il ne faut pas le prendre personnel. Puis c'est difficile. J'ai mis des années à être zen avec le fait que j'ai brisé le silence, peu m'ont cru. Il y en a deux du côté de mon père qui m'ont cru, qui m'ont écrit des courriels très courts. Euh, oui, Sandra, je te crois, c'est arrivé. C'est vrai qu'il y a ça dans la famille. J'étais toute contente. Je pensais qu'elles allaient parler elles aussi. Mais non, elles ont décidé de garder le silence. Ça m'a frustrée. Je me suis sentie tellement toute seule très, très longtemps. Ça m'a énormément frustrée de savoir, parce que pendant ce temps-là, il y a ces deux-là qui, par en dessous, me disent, oui, tu as raison, on te croit. Mais à la surface, là, il y a tout, mais Sandra est rendue folle. Euh, mon père qui continue d'être invité au party de famille, moi qui ne comprends pas. euh, et moi qui ne va pas au party de famille parce que mon père y va. Donc, pendant des années, par en dessous, je reçois comme du support. C'est le fun. Mais moi, ce que j'affronte pour de vrai, là, à l'extérieur, tu sais, de la tempête qui est là, c'est dur. Mais moi, je le sais qu'il y a du monde, je sais qu'il y a du monde qui pourrait appuyer ce que je dis, mais que ces femmes-là ne veulent pas parler, puis elles ont le droit, puis j'ai pas j'ai pas le droit de, tu sais, de dévoiler ça. Elles veulent pas parler. Mais écoute, ça me bouille dans la gueule, comme on dit. J'ai comme tellement le goût de parler de. Mais je peux pas me servir de ces informations-là, tu sais. Fait que, ouais, fait que ça m'a pris quand même beaucoup de séances d'expulsion de colère sur plusieurs années, de plusieurs façons différentes, pour en arriver à être capable de partager tout ça comme ça, aussi calmement, comme si je te racontais les vacances que j'ai passées la semaine passée, le mois passé. Euh, Parce que c'est une expérience parmi tant d'autres qui est profondément traumatisante. Et quand on arrive à intégrer tout ça, quand on arrive à démêler, comme je disais lundi, démêler le plat de spaghetti, un brin à fois, défaire les nœuds, un nœud à la fois, c'est toute la, c'est tout les modes relationnels qui changent. Une fois que j'ai ben, pas une fois, mais progressivement, pendant que j'expulse ma colère au bon endroit, tu sais, j'ai jamais été violent avec mes parents, j'ai jamais brisé rien de façon non intentionnelle en expulsant de la colère, j'ai jamais fait mal à quelque chose, à quelqu'un, à un arbre, à un animal en travaillant ma colère, même si c'était très intense, puis que euh, j'ai, ouais, même si c'était très, très intense. Fait que plus je prenais du temps à chaque jour pour vivre les émotions qui étaient là, plus j'étais disponible dans ma vie pour élever mon fils, ma fille qui est arrivée 3 ans plus tard, travailler, continuer de voyager, continuer d'être dans une relation ben, amoureuse, un partenariat parental aussi, puis tu sais, déménager en Afrique, puis de vivre cette vie-là familiale, puis de vivre la vie, euh, ensuite aller en France, de vivre cette vie-là aussi, puis de ne pas toujours être constamment dans le négatif. Et
truc de ça, c'est de s'en occuper. Si je m'en occupe pas, si, si je m'en occupe pas, ça va sortir. Ça sort par les pores de peau. Ça trouve une place pour sortir. Le mal a besoin de se dire. La souffrance a besoin de se dire. Donc, à partir du moment où je prends du temps, il y a été une époque, là, mon fils, pendant sa sieste, j'avais une séance d'expulsion de colère qui durait toute la sieste, là, 1 heure, que je faisais en silence parce qu'il dormait. Ça aurait été mieux que je puisse crier, mais je ne pouvais pas parce qu'il dormait, il faisait sa sieste. Mais c'était le seul moment que j'avais. Parce que, tu sais, un petit, ça se réveille tôt, puis bon, ça peut se coucher tard, ça se couche tôt, puis, tu sais, j'avais des soirées aussi parfois. Mais il y a tout le reste, là, le lavage, le ménage, la vaisselle, la bouffe, bon, etc. Le moment que j'avais, c'est pendant sa sieste. Et si je n'expulsais pas ma colère à ce moment-là, j'étais brusque avec lui, j'étais brusque avec mon mari. Il f- Cette colère-là m'habitait. J'avais besoin de l'expulser. Donc, euh, même chose à un moment donné quand ça a été la tristesse. Moi, la colère était plus accessible que la tristesse. C'est la tristesse que j'ai dû travailler, ben, pas travailler un petit peu plus fort, c'est juste que j'avais beaucoup de colère. Et on dit que la colère, c'est le bodyguard de la tristesse. Il faut traverser la colère avant d'arriver à la tristesse parce que la colère euh, protège la vulnérabilité. Hein. Quand tu es dans la tristesse, tu es dans quelque chose de beaucoup plus vulnérable. Quand tu es dans la colère, tu es dans quelque chose de plus solide, entre guillemets, hein, de plus affirmé. Quoi qu'il peut y avoir des colères très incontrôlées, incontrôlables, des colères, non, des rages euh, très incontrôlées, incontrôlables. Euh, Ce que j'ai connu sans jamais faire de mal à personne, mais j'ai appris à mieux canaliser, à mieux être branché sur ma colère, puis à mieux l'exprimer pour que ça soit plus efficace, mais pas efficace dans un terme, tu sais, comme l'efficacité, l'efficacité en entreprise, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Pas dans ce sens-là, mais dans le sens de euh, si j'ai 1 heure de travail personnel, ben, c'est le fun que cette heure-là soit remplie de travail qui est signifiant, puis qui est significatif, puis qui marche vraiment, plutôt que de perdre les 20 premières minutes. Puis, tu sais, c'est juste ça que je veux dire. Donc, plus efficace dans le fait que je ne perds pas de temps et donc les moments de guérison deviennent plus optimaux, en fait. Mais tu sais, fait que pour la tristesse, c'est la même chose, là. Pour pas être en dépression, puis pour pas, tu sais, comme euh, amener tout le monde dans ma dépression, puis peser lourd dans la famille, puis que ça entraîne les enfants qui sont pas restés bébés, là, on finit par grandir. Ben, c'est important que je me prenne des moments juste pour moi, que je nettoie, que je pleure, que j'utilise les outils que j'ai pour laisser sortir ça, justement. Puis en laissant sortir ça, c'est ça qui fait qu'après, on est plus disponible. C'est ça qui fait qu'on se nettoie, que la honte finit par se dissiper, que la tristesse se dissipe, que le rejet se dissipe, que le sentiment d'exclusion, que toutes les émotions qui sont là, toutes les sensations qui sont là finissent par se dissiper. Euh, Puis, tu sais, en même temps, là, je t'ai raconté les 6 premiers mois de mon cheminement seulement. Fait qu'un cheminement sur quelques années parce que j'habite pas à côté. Tu sais, il faut que je prenne l'avion pour venir voir ma thérapeute. Fait que ça se fait un petit peu plus. Ça se fait en pointillé. Moi, j'aime dire que mon cheminement de guérison a été un cheminement en pointillé où je venais faire un grand trait. Je repartais chez nous. Je faisais ce que je pouvais avec ce que j'avais. Je revenais. Je faisais un autre petit bout. Fait que moi, j'ai eu un cheminement en pointillé. C'est une des raisons pour laquelle il a duré aussi longtemps aussi. Euh, Si on avait eu Zoom à l'époque, peut-être ça aurait été différent. Mais voilà, c'est pas là. Hum, Puis j'observe qu'en ce moment, ça va plus vite aussi, de toute façon. Hum, les magiciennes de vie avec qui je travaille ont accès beaucoup plus rapidement à ce qui est là. Il y a quelque chose énergétiquement, là, on le dit, mais on dirait que c'est vrai.
Il y a quelque chose énergétiquement qui fait qu'on a moins de temps à perdre. Il y a comme plus une urgence de guérir les blessures de tout le monde. Puis, ouais, ça va quand même plus vite. C'est ce que j'observe. En tout cas, puis je me rappelle que ma thérapeute disait la même chose. Elle disait, vous autres, vous êtes chanceux, ça va bien plus vite. Moi, dans le temps, on n'avait pas toutes ces. Puis c'est vrai aussi, les techniques de guérison se peaufinent, puis deviennent plus efficaces. Il y a des nouvelles techniques qui arrivent, fait qu'on on perd moins de temps, on va plus, tu sais, right to the point. Puis voilà. Voilà pour aujourd'hui, les magiciennes de vie. Je vais aller regarder les commentaires, puis répondre aux commentaires qui sont là. Tu peux me laisser des questions s'il y a quelque chose que tu veux que j'élabore un peu plus. Je pourrais répondre à tes questions. Et voilà, je te souhaite une bonne soirée. Si ta soirée n'est pas encore passée, dépendamment de où tu te situes sur le globe. Bonne nuit si c'est bientôt l'heure d'aller te coucher. Ou n'importe quel, parce que peut-être que tu regardes en replay, puis je ne sais pas il est quelle heure. Alors, je te souhaite un bon chemin de guérison. On se voit demain. Demain, 5 à 7, vendredi 5 à 7 de guérison. Euh, je réponds à une question qui m'a été posée par rapport à l'évitement. Pourquoi on évite? Pourquoi on ne veut pas marcher? Pourquoi on fait tout pour ne pas aller là où on le sait qu'il faut aller? Fait que je te parle de ça demain. Bonne guérison, les magiciennes. Salut.